Donc je suis Florent Ramière, je travaille chez Confluent. Alors qui connaît Confluent? D'accord. Qu'est-ce que Confluent pour vous? Vas-y. Hein? Donc c'est 70% des committeurs de Kafka bossent pour Confluent. Donc on est les experts de Kafka dans le monde. Évidemment, c'est quand même la communauté qui fait Kafka. Nous, on est juste une boîte qui travaille dans Kafka et on va améliorer l'écosystème Kafka. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a Kafka, mais il y a plein de trucs autour. Et il faut savoir que ça existe. Ciao. Donc mon métier, je suis Technical Account Manager, grosso modo, je suis la personne qui va chez les comptes Platinum pour les aider à soit à sortir les projets, soit à les sortir de la merde, pour faire simple. L'agenda, très rapide, Confluent, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, le streaming, on en vient d'en parler, KSQL, c'est la pépite sur le gâteau, la cerise sur l'haricot, des démos, une démo rigolote, juste pour vous mettre en bouche, pour vous donner à avoir l'envie d'aller regarder ce que c'est, et une démo plus chiante, qui ressemblera vachement plus à ce que vous avez à faire au boulot, des ressources et plein de questions-réponses. Donc Confluent, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est fait par, donc la boîte a été créée par les créateurs de Kafka. Donc là, il y a Jay, c'est le CEO, Néa, et il n'y a même pas le troisième, qui est June, qui a choisi de faire juste le geek, et c'est le geek ultime qui continue à travailler dans Kafka Core. Le reste, c'est des VP, et c'est cool. Ok, donc qu'est-ce que c'est que Kafka? Donc Kafka, c'est plein de choses. Alors on a parlé de bus de données, on a parlé de streaming, on a parlé d'intégration, on a parlé de rétention. En fait, c'est une plateforme de streaming complète. Alors, il y a le public subscribe. Donc, qui a déjà fait du MQ ou du JMS? Ok, donc 90% des gens. Ok, vous prenez un MQ, Kafka, c'est à peu près la même chose, ça n'a rien à voir évidemment, mais c'est suffisamment adapté pour dire que ça ressemble à du public subscribe. On va stocker la donnée, donc on en a parlé de la rétention, il y a la rétention, le rejeu, et le processing, on l'a abordé avec Kafka Stream. Alors Kafka Stream, c'est une façon de manipuler la donnée, d'en faire un truc utile avec. Donc il y a Kafka Stream, il y a Spark, il y a Flink, et il y en a d'autres. Ok. Ça, c'est le seul slide qui sera un peu corporate, le reste, j'irai très rapide. Donc grosso modo, ici, on a Apache Kafka, donc c'est vraiment la communauté qui gère. C'est de l'Apache pure. Ensuite, on va augmenter ce que fait la communauté avec du code open source fait par Confluent. Donc des clients, donc en gros, si vous avez des applications en C, en C++, en C#, en .NET, en whatever, en Python, ben, on a les implémentations. Les connecteurs, c'est l'équivalent. Qui connaît Kafka Connect? J'imagine. Ok, une seule personne. Qui connaît Logstash? Tout le monde lève la main. Ok, donc Kafka Connect, c'est Logstash distribué, pour la faire simple. Donc dans Logstash, il y a plein de plugins. Et ben nous, on fait plein de plugins dans Kafka Connect, qui est l'équivalent de Logstash dans le monde Kafka. Le REST Proxy, dans REST Proxy, bah, c'est simple, vous avez une application, elle est faite en pack base, en COBOL ou en Visual Basic de 23, une vieille application, donc clairement il n'y aura pas de driver pour papoter avec Kafka. HTTP, it is, HTTP all the way. Donc c'est du REST, tout simple. Alors il y a une CLI, c'est vachement intéressant, donc Kafka, je vais vous en parler un peu rapidement, mais il y a des clusters, il y a des zookeepers, des brokers, il y a tout un bazar à installer, franchement c'est un peu pénible. Quand on sait le faire, bon bah on le fait, et quand on ne sait pas le faire, c'est un mur ultime, c'est vraiment pénible à installer. Donc une CLI, zip, start, vous avez la totale, toute la plateforme de streaming qui est up and running, c'est assez pratique. On monte un peu la stack, on en a parlé très rapidement avec la schema registry. Donc en gros, on a dit que Kafka c'est un espèce de bus, on va voir ses propriétés. Les bus c'est des bytes, bon bah super, des bytes, mais les bytes c'est pourri parce qu'un byte, il n'y a pas de type. S'il n'y a pas de type, on va se manger un mur assez rapidement. Qui aime le typage ici? Moi qui n'aime pas le typage, c'est plus facile. Ok, il n'y a personne, donc si vous aimez le typage, vous avez besoin de type, et le type c'est une schema registry. Ensuite, il y a le processing. Le processing, c'est en fait il y a Kafka Stream dans la communauté Apache et il faut coder. Bon, super, ben, coder c'est bien, mais la plupart du temps on va coder un bout de ficelle, un filter, un map, un reduce, un truc à 2 balles, parce que ça c'est la réalité de ce qu'on fait dans l'entreprise. Et ben qu'à cela ne tienne, on peut faire directement du SQL
Et tout ça, c'est open source. Et ensuite, il y a les versions payantes pour les big guns. Donc moi, mes clients, ils ingèrent des gigaoctets par seconde, des millions de messages par seconde. Ils ont des clusters de psychopathes, donc ils ont des besoins non triviaux. La Confluent répond à ces besoins. Rapidement, Replicator, c'est pour faire de la réplication multi-DC. L'autodata balancing, quand vous avez des pétrachés de données, il va falloir optimiser les données sur les disques pour maximiser votre investissement hardware. JMS, on apparaît, la plupart d'entre vous connaissent les ActiveMQ, les Rabbit, les IBMMQ, etc. Ça, c'est la réalité, le marché et ce pourquoi on est payé. Enfin, on est payé grâce aux applications qui posent de l'information dans les MQ. Et ben, on va faire un leverage des informations qui sont dans la MQ, on va les mettre dans Kafka, faire des trucs avec. Donc on joue avec la MQ. Et ensuite, on a le monitoring. Le monitoring. Qui fait du monitoring au boulot? D'accord. Ouais. Ceux qui n'ont pas levé la main, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort. Je fais juste un petit aparté parce qu'à chaque fois, je suis assez frustré de voir qu'il y a plein de boîtes ne savent pas que c'est très facile. Donc j'en ai tellement marre d'essayer de convaincre ou de présenter des trucs que j'ai un projet juste qui présente toutes les étapes. Le monitoring, c'est plein de trucs de chapelle, où on se chamaille sur du Prometheus, d'un FluidDB, du Nagios, etc. Enfin, tout ça, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est juste le chemin, c'est une approche. Plein d'étapes. Regardez, c'est basé sur Docker. On part d'un Docker qui fait pouette, et on va le monitorer avec les logs, avec un FluidDB, avec la TickStack, c'est pas suffisamment, on va faire un Grafana, etc. La totale. N'hésitez pas. C'est facile. Juste, c'est facile. Alors pourquoi je fais un tout petit laïus sur monitoring, c'est que Kafka, c'est donc une plateforme de streaming distribuée. Si c'est distribué, c'est pas vraiment trivial, parce que c'est distribué, il y a plein d'embrouilles. Sans monitoring, c'est la misère. Donc monitoring, s'il vous plaît, faites attention. Ok, donc on revient très rapidement sur Kafka. Donc Kafka, c'est quoi? C'est un bus de messages. Alors c'est dans l'équivalent dans les MQ, c'était les queues. Maintenant c'est sur le vocabulaire à 2 balles. Une queue, c'est un topic. Bon, un topic, on va mettre des messages dedans. Alors c'est là où la plupart des gens ont du mal avec Kafka, parce que c'est un truc qui est tellement bête, c'est difficile à présenter, parce que c'est complètement couillon en fait. Un topic, c'est un agrégat de partition. Alors partition, qui connaît le mot sharding pour les bases de données? Ouais, les 3 quarts d'entre vous, sharding, c'est une clé de sharding, c'est pas plus que ça. Donc on ajoute des messages à la queue leu dans un topic. En fonction de la clé, ça tombe sur une partition. Ok. Et les données qui arrivent dans une partition sont à la queue leu, donc l'ordre est garanti. Donc Kafka arrive à accepter des bytes dans un topic de façon ordonnée. Alors le truc rigolo, c'est que ça poutre, ça va vachement vite. Et ça stocke un nombre de données assez intéressant, et c'est immutable. Donc ça a plein de propriétés super chouettes qui fait que ça scale violemment. J'ai des clients qui sont en péta, et ça pose pas de problème. C'est vachement bien. Alors pourquoi est-ce que ça, finalement, ça serait mieux qu'un MQ? Parce qu'un MQ, ça marche quand même super bien. Ça fait des années que ça marche bien. C'est la grosse différence avec les MQ, c'est je suis un producteur, je mets une donnée dans le MQ, super. Bon maintenant moi je suis consommateur, je vais la récupérer. Et ce que je vais faire, je vais regarder la queue, je vais prendre la donnée et je me barre avec. Et je vais la processer, faire mon truc à moi, tranquille. Le truc c'est que la donnée, elle n'est plus dans le MQ. C'est logique, d'accord. Alors le corollaire de ça, c'est que si on est plein à vouloir récupérer des données dans le MQ, on est plein à faire la même chose. Si on est plein à faire la même chose, il faut qu'on synchronise d'une façon ou d'une autre. Si on synchronise, on a un problème de scalabilité. C'est QFD, on est bien d'accord. Ok. Et le vrai truc qui déchire dans Kafka, parce que l'aspect technique, c'est les goûts, les couleurs, on peut avoir plein de façons de le voir, c'est que la donnée, elle reste dans Kafka. Finalement, l'index sur lequel on est dans la partition, c'est vous qui choisissez. En gros, il y a des données, vous mettez votre doigt et vous dites « je suis là », puis j'avance. Puis si je veux revenir, parce que je me suis planté,
j'ai eu un crash dump, ou alors on m'a dit non, désolé, ton code, il y a un bug, j'aimerais que tu recalcules le TJM de tous les consultants sur une plage de je sais pas quoi. On va se remettre dans le passé et on va rejouer le passé. Et comme c'est immuable, vous aurez les bonnes réponses. Et ça, c'est pas un truc que vous pouvez faire avec les MQ. Alors on peut toujours faire des chemins plus ou moins alambiqués, mais Kafka, ça sert principalement à ça. Ok. Alors de la même façon que je vous ai montré très rapidement un truc sur le monitoring, maintenant je vais vous montrer plein de choses. Ça va être un peu le bazar, ça va un peu piquer probablement. Le truc important à savoir, c'est que tout ce que je vais vous raconter, j'ai des exemples à dispo sur mon GitHub dès maintenant. Par exemple, step 5, alors tout ça c'est Docker-based, hein, évidemment. C'est quand même plus pratique, et à chaque fois, si au boulot vous n'avez pas Docker parce que le hub il n'est pas accessible, ou alors vous avez des problèmes avec Mac, j'ai pris des captures d'écran lorsque ça fait sens, comme ça vous pouvez vraiment être tranquillou, regarder ça à la maison. Pas besoin de stresser sur vous n'avez pas tout compris de ce que je raconte maintenant. Donc no panique, c'est walkthrough. Ok, donc on a parlé très rapidement de l'écosystème. Donc Kafka, c'est un peu comme un MQ, sauf que les données, lorsqu'on les consomme, elles restent. Et donc comme elles restent, ça a des propriétés intéressantes. Donc immuabilité, performance, la réplication, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu évident, parce que de toute façon les MQ étaient déjà répliqués. Et ça va très très vite. Donc comment est-ce qu'on consomme ces données? Avec des producteurs et des consommateurs. Donc ça, c'est l'équivalent bas niveau, c'est un peu l'assembleur de Kafka. C'est basé sur ce qu'on appelle le Consumer Group Protocol. Vous connaissez, ceux qui ont fait du Kafka connaissent le Consumer Group Protocol? D'accord. C'est un truc assez intéressant. Qui fait du Redis? Personne. Ok, ben donc Redis est en train de faire du stream et ils ont récupéré les meilleures idées du Consumer Group Protocol. Un truc très bien. Bref, donc vous avez un Kafka, vous pouvez faire un subscribe sur les données, un polé, envoyer des messages, flusher, quelle surprise. Ensuite, c'est assez bas niveau, donc c'est bas niveau, donc c'est un peu pénible. Donc il faut monter le niveau de sémantique. Vous avez Kafka Stream. Donc Kafka Stream, c'est un DSL. Ça vous évite de faire des subscribes, des polls, etc. Vous avez filter, join, aggregate. Qui a fait du Spark? Oh, assez peu. Ouais, surprenant. Ok. Du Flink? Personne. Vous faites quoi quand vous faites du streaming ou du batch en mode big data? À la main. Ok. Qui fait du Perl? Ok, donc bref, en fait, ce que je voulais dire, s'il y avait eu plein de gens qui avaient fait du Kafka, du Spark et du Flink, je dirais que Kafka Stream, c'est à peu près la même API. Enfin, on n'a pas révolutionné le monde de l'informatique, hein, c'est un extraordinaire. C'est un DSL assez lambda. Vas-y. Ouais, c'est pareil, ouais. C'est clairement, c'est extrêmement similaire. Alors je vais. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est juste c'est un DSL pour faire pour produire pour faire du streaming. Donc, désolé, je vais récupérer. Le Kafka Story. Je suis perdu. J'ai voulu ouvrir trop de trucs. Ok, c'est parti. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est un consommateur. Attention, c'est violent. Ça va piquer. Donc c'est bête comme chou. Donc vous avez un cluster. Super. Vous avez un nom pour vous identifier. Et vous écoutez, vous souscrivez sur un topic, les messages, et puis vous avez une boucle qui fait, je polle les messages, j'ai les messages, et je fais des trucs avec. Genre, c'est pas plus violent que ça. Donc Kafka compliqué, non, c'est pas compliqué. Côté producteur, identique. Donc les brokers. Les brokers, c'est là où on va stocker le message. On va faire un record. On met dans ce topic là, avec cette clé là,
cette valeur-là, send, extraordinaire. Alors le problème des trucs simples, c'est que c'est simpliste, et quand vous voulez augmenter, enrichir votre code, c'est à vous de le refaire. Et donc on va revenir maintenant sur du Kafka Stream. Vous allez voir, c'est un peu rien à voir. On revoit le même type de configuration avec les bootstrap servers, finalement les brokers, là où il y a les données. On va gérer un truc de thread. Dans les consommateurs et producteurs, il n'y avait pas de gestion de thread. Oui, il fallait vous le faire à la main. Là, c'est fait automatiquement. Et vous pouvez voir que j'écoute sur un topic et je map en mode, vraiment, c'est du Java 8 assez classique, sur une valeur. On peut faire du map, on va grouper par clé, on va compter, on va transformer cette comptabilité en tant que stream, renvoyer dans Kafka. On peut faire d'autres trucs plus intéressants, on va mapper, on va grouper, le tout sur une fenêtre de 10 secondes. Voilà, alors tout de suite, là, map, filter, reduce, bon, vous pouvez vous en sortir tranquille, ça pose aucun problème. Dès que vous commencez à faire du processing avec une window qui bouge dans le temps, ça veut dire qu'il y a de l'état. On est d'accord, enfin, il n'y a pas de magie, il faut accumuler d'une façon ou d'une autre. Soit vous accumulez toutes les données et à la fin de la window, vous processez votre bazar, ou soit pendant la window, chacun des éléments de la window est le résultat temporaire de la window complète. Et donc ça, c'est de l'état. Qu'est-ce qui se passe si votre application elle tombe en plein milieu? C'est ballot. Il faut recommencer, ou il faut avoir un checkpoint particulier. C'est comme ça que ça marche dans Kafka, dans Spark et dans Flink également. Et donc, par exemple, le DSL va gérer tout ça. Vous avez des branches, vous avez également un truc vachement plus bas niveau. Si vous voulez faire des trucs un peu poilus, vous avez besoin de faire des synchronisations, des trucs un peu bizarres, vous connectez avec des systèmes externes. C'est à base de processeurs. Ok. L'objectif, c'était pour vous dire que consommateur, producteur, c'est à 2 balles, c'est vraiment le plus bas niveau. Kafka Stream, on augmente la sémantique. Un truc intéressant, c'est que le streaming, c'est pas dans Kafka. Kafka, il faut le voir comme byte in, réplication, byte out. C'est con comme la lune. Si ça marche aussi bien, s'il y a autant de boîtes qui l'utilisent, c'est que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est parce que c'est simple. Si c'est simple, donc il y a moins de bugs. S'il y a moins de bugs, ça fonctionne. Et on fait vachement attention à ce qu'on mette le moins de code possible. Donc si vous êtes dans le monde de Kafka, et vous entendez Schema Registry, Kafka Stream, Kafka Connect, ça sera toujours dans une autre JVM. C'est ailleurs. Donc on ne travaille jamais dans le broker. C'est toujours à l'extérieur. Dans le streaming, comment est-ce qu'on fait pour arriver à scaler? Donc je vais revenir très rapidement à cet élément-là. Donc le topic, donc c'est notre queue JMS un peu différente. Il y a bien des partitions, clé de sharding, ok, sharding, base de données, scaling, ok, tranquille, enfin c'est assez simple à comprendre. Le modèle de scaling, il est lié au nombre de partitions. Ok, donc le modèle scaling au nombre de partitions, et tout à l'heure tu as dit que l'ordering, il est garanti au niveau de la partition. Ok, donc ça veut dire qu'il faut faire un peu attention, lorsque vous commencez dans Kafka, que vous fassiez attention au nombre de partitions dans vos topics. C'est pas open bar en fait. Parce que si c'est open bar et vous voulez une garantie d'ordre total sur toutes les données qui sont dans votre topic, garantie d'ordre total sur toutes vos données, toutes les données, donc pas de sharding. Donc pas de sharding, donc une partition. Donc ça s'appelle un fichier en fait. Ça s'appelle un fichier répliqué. Ça c'est un élément important qui est mal aperçu au début des projets, parce qu'au début des projets, on débute, donc on ne connaît pas tout. Et donc faites-y attention. Je vais faire un petit détour vers ce qui existe actuellement comme alternative. Donc Flink et Spark sont les meilleurs composants. En gros, il y en a 3 sur le marché qui font vraiment sens. Le leader incontesté, c'est Spark, parce qu'il est là depuis très longtemps, puis côté batch, il fonctionne super bien, et côté stream, il fait le job. Flink, c'est un meilleur Spark, mais pas de bol, il est arrivé après. Donc le mindshare, en fait, il a été capté par Spark, pas de bol. Et il y a nous, qui sommes un petit peu différents. Et c'est là où j'ai envie de faire un focus, parce que moi, j'ai été côté dev et côté prod. Donc avant,
comment est-ce que ça marche, Flink et Spark? Grosso modo, vous créez un job, c'est un jar, vous mettez sur un driver. Le driver, c'est l'application qui va pousser le jar sur un serveur, et le serveur va le pousser lui-même sur des workers, le tout dans Yarn, et c'est donc un framework. Vous mettez votre code chez eux. Donc vous avez un processing cluster, et ça veut dire que vous mettez votre code, vous codez votre code, vous en faites un jar, vous le déployez, qui lui-même se déploie. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes de serialisation, on a des problèmes de class loader également parce qu'on a un framework. Et comme on a un processing cluster, on ne peut pas accéder directement à la donnée qui est processée. Donc ça veut dire que la donnée processée, il faut que je la stocke dans une base de données particulière pour que l'extérieur puisse la consommer. Donc ça fait, ok, bon, bah, pourquoi pas. Là-dedans, il y a Yarn et il y a les logs. Et les logs, c'est une autre application. Je ne vous parle même pas de la gestion de la mémoire, où il faut que les ops ils soient quasiment au même niveau de compréhension du code que les devs. Ça fonctionne, mais putain, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Moi, j'étais là-dedans et j'étais pas super content de ça. Et la grosse différence, il y en a une seule. Si vous vous rappelez de la différence de Spark, Flink et Kafka Stream, c'est une seule. C'est que Kafka Stream, c'est une lib. C'est-à-dire c'est votre class loader, c'est vous qui le runez, et ça change tout en fait. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien aussi, mais ça c'est plus simple. Et on peut raisonner dessus. C'est une énorme différence. Et il n'y a pas également la base de données qui est en plein milieu, qui va permettre aux applications, par exemple là, le dashboard, d'accéder aux résultats du processing fait par le cluster. Bon, il y a un truc très intéressant aussi. Donc, qui a besoin de faire du temps réel d'abord? Le temps réel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à quelques millisecondes. Ce sont des use cases que vous avez ou pas? D'accord. Si vous en avez besoin, il y a un truc qui est vachement intéressant dans Kafka Stream, c'est ce qu'on appelle les interactive queries. Ça permet d'aller capter la donnée directement là où elle est processée. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas besoin de ça, mais en plus, on va directement dans le code, dans la mémoire de là où c'est processé. Ça déchire. Ok, qu'est-ce que fait Kafka Stream? Donc ça run partout, bah, évidemment, c'est fait en Java. Le clustering est fait pour vous, bah, c'est basé sur Kafka. Kafka, c'est faire du clustering par défaut. Il y a un truc qui est extrêmement important, c'est l'exactly once. Qui travaille dans des banques ici, ou qui déplace de l'argent? Personne, sans déconner, c'est la première fois que je vois ça. Ok, donc supposons que vous bossez dans des banques, vous avez de l'argent qui passe, on est bien d'accord que si vous faites de l'accumulation d'argent, c'est l'exactly once parfaite, et c'est non négociable. L'exactly once n'est pas dans Spark. Ça l'est dans Flink et dans Kafka Stream. L'event time processing, ça c'est un truc hyper important. Donc quand vous travaillez avec les données en temps réel, donc elles arrivent en temps réel, c'est super. Mais le temps, c'est un truc qui est vachement particulier. On parle le temps de la montre, le temps de l'ingestion dans le broker, le temps de l'envoi ou le temps du payload qui est dans le message. Bah oui, vous avez des données qui arrivent avec le lot, vous faites des fenêtres glissantes, c'est cool, mais il y a une donnée qui s'est fait retarder par un firewall qui l'a bloqué, ou il y a un problème de réseau, un truc qui arrive, ma foi, très, très souvent. Donc il pourrait ne pas être dans la fenêtre glissante que j'ai calculée, et mon métier serait faux. Et donc en fait, on peut choisir la dimension temporelle. Donc le temps de la montre, c'est le wall clock, le temps de l'ingestion, le temps de la production et le temps du message. Il y a des bases de données intégrées pour la performance et qui même est résiliée grâce aux propriétés de Kafka. On a des joins, des windowing et l'agrégation. Donc qui fait de l'Elasticsearch ici? Ok, donc plus de la moitié. Qui trouve que ça déchire? Moi perso, je trouve que ça déchire. Ok, c'est vraiment super bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder Elasticsearch. En gros, pour faire simple, c'est un Cubolab pas cher. Vous avez les billets qui vont sur Kibana, ils font « Oh putain, c'est de la classe, j'ai pas besoin de parler à vous, informaticiens, qui ne comprenez rien à ce que je raconte, au moins je vais pouvoir me débrouiller tout seul. » Et donc ils sont hyper joyeux, et rapidement, en fait, ils sont un petit peu... ils trouvent qu'il manque une feature, c'est grosso modo un join. Bah ouais, mais join, c'est incompatible avec le modèle de données d'Elasticsearch. Qu'à cela ne tienne, ce que vous faites, c'est au lieu d'envoyer les données dans Elasticsearch directement, vous passez par Kafka. De toute façon, c'est une bonne pratique. Si vous demandez aux solution engineers d'Elastic, ils vont vous le proposer. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est récupérer des données avec le Kafka Connect, qui est l'espèce d'Elastic. Vous mettez les données des bases de données, des LDAP dans Kafka, et vous faites des joins avant d'envoyer dans ES. Moralité, vous avez ES avec des joins.
Alors, l'objection en général que j'ai, c'est ouais, mais il y a de la duplication de data, donc ça va grossir d'autant Elasticsearch que nenni. Elasticsearch est basé sur un annuaire inversé. Moralité, c'est juste des index, c'est des bytes, donc c'est que dalle. Allez-y, mangez-en. J'ai fait ça at scale, plusieurs terras par jour chez BNP, et les billets ils étaient super chouettes. Logstash fera tout à fait le job. Tout à fait le job. En revanche, tu ne pourras pas avoir le même type de feature que Kafka Stream ou avec SQL, que je vais présenter tout à l'heure. MongoDB, quel rapport avec ES? Déjà. Ouais, il y a plein de chemins pour y arriver, hein, bien sûr. Mais en fait, donc qui est Ops sur Elasticsearch? Il n'y a que les devs, c'est ça? Ok. Donc moi j'étais Ops également sur Elasticsearch. Moi mon Elasticsearch, ma première version était à 460 Tera et la deuxième était en péta. Et quand tu as 460 Tera qui tombent, et le temps que ça remonte, ça prend des plombes, et tes billets qui devaient utiliser ES pour faire leur bazar, et ben c'est juste, t'es down quoi. Donc tu peux pas non seulement tu peux pas être down, mais en plus tu peux pas perdre les données qui vont arriver après. Parce que les données elles continuent à flower. Et donc en fait tu les mets dans Kafka. Donc comme c'est déjà dans Kafka, tu vas enrichir les données qui sont déjà dans Kafka. Tu fais du plus en fait. Donc comme ça tout le monde gagne. T'as les informations, tu peux faire t'es résilient, tu peux augmenter ton bazar, etc. Je me suis perdu, mais t'as compris l'idée. Il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'on a des clients qui sont des psychopathes, c'est en dizaines de milliards d'événements par jour qui sont traités par Kafka Stream, et d'autres, il y en a un en Allemagne, il fait des lunettes, et c'est genre 10 000 messages par heure, et en revanche, il faut que toutes les garanties de Kafka, la résilience, le multi-DC, l'exactly once, etc., sont utilisées. Donc on peut scaler ça de façon naturelle, c'est assez grave, assez agréable. Il y a un truc intéressant, donc c'est Kafka Stream. Donc le stream, c'est vraiment le message, c'est les messages qui arrivent. Tout ce que vous mettez, vous allez le voir dans votre processing. Et il y a un autre truc, c'est le K-table. Qui connaît la différence entre table et stream? Alors c'est la misère à lire dans les blogs, parce qu'on fait, mais c'est quoi ça? En fait, c'est juste c'est une clé valeur, une K-table. C'est la dernière valeur de la clé, c'est tout. Donc il y a un processus de compaction qui vire les anciennes valeurs. En gros, Florent, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Et je veux voir tous les anniversaires de Florent. Ça m'intéresse pour des raisons business, je sais pas quoi. Ou alors non, je veux juste avoir Florent et son âge maintenant. Ok, je vais enlever tous les anniversaires, toutes les valeurs précédentes pour le mot-clé Florent. C'est pas plus que ça. Ok, donc on a vu les consommateurs producteurs qui sont hyper bas niveau. Kafka Stream, on a monté d'un niveau d'abstraction. Et puis il y a Kafka Connect, donc on va revenir rapidement. Là, c'est l'équivalent de Logstash. Alors perso, moi j'ai mis longtemps à apprécier Kafka Connect. Je trouvais que c'était... je comprenais pas pourquoi il fallait... Enfin, un Logstash aurait fait largement l'affaire. Et en fait, j'ai trouvé la façon de me dire, ok, non, c'est bon, c'est vraiment adapté. Logstash, c'est nickel. Supposez que vous avez un gros CRM, 150 tables. On vous demande, tu prends la table user et tu les mets dans Kafka pour faire des joins pour mettre dans ES. Nickel, vous faites moi, tranquille. Non mais Kafka Connect, on s'en fout, Logstash, ça va prendre 15 lignes, et ça prendra vraiment 15 lignes, et le boulot il est fait. Nickel. Logstash, 15 lignes, done. Et puis votre boss, il va vous demander, c'est sympa, maintenant ça marche bien ton truc, j'aimerais continuer sur cette lancée. Est-ce que tu peux récupérer telle table, telle table, telle table? Comme ça, on va faire des joins dans ES ou le pousser dans un Mongo ou dans un S3, dans un HBase, whatever. Pas de souci, vous ajoutez les 3 tables en plus dans votre configuration Logstash, nickel. Et maintenant, il fait non, ça marche vraiment bien, ce qu'on va faire, on va tout prendre. Et là, vous faites genre étoile dans la table du namespace, et là, votre Logstash, il fait non, je ne suis pas fait pour ça. Parfait. Maintenant, on passe sur Kafka Connect. Vous faites la même chose. Et en fait, Kafka Connect, c'est un framework. C'est un peu l'équivalent de Flink et de Spark. Et en fait, il va distribuer les tâches sur autant de Logstash, que nous on appelle Kafka Connect. Moralité, ce que vous ne pouviez pas faire avec Logstash, vous pouvez le faire avec Kafka Connect naturellement. Donc Kafka Connect, c'est vraiment quand vous êtes at scale. Alors, il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'il y a les SMT, c'est Single Message Transform, où vous pouvez ajouter du processing un peu de la même façon qu'on pourrait faire dans Logstash. Ok, donc le Kafka Connect,
Il y a plein de connecteurs, je vous avais dit qu'on fait en open source plein de connecteurs. Enjoy. Donc, qui connaît le change data capture? D'accord. Donc, là, je viens de faire un exemple un peu bateau. Hein. Je prends une base de données parce que c'est vraiment le b.a.-ba, enfin, c'est le pain quotidien de tous les informaticiens, la base de données SQL. On peut récupérer des tables. Je prends la table, copier-coller, je le mets ailleurs, dans Kafka ou autre part. Le problème de faire ça, c'est que on ne peut pas déterminer quand il y a un delete. Sauf si vous avez des soft delete. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est se mettre directement sur le read log de la base de données et écouter tous les événements qui se passent dans la base de données. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucun impact sur la base de données. Et donc vous avez tout qui passe. C'est super bien. C'est des use cases vachement pratiques qui travaillent avec des grands systèmes, genre Packbase, DB2, sur l'IBM. Ok, donc c'est un use case hyper classique. En gros, c'est décharger les vieux systèmes qui coûtent très cher dans les nouveaux systèmes. Évidemment, on a plein de connecteurs, MySQL, Cassandra, HDFS, Mongo, etc. Single Message Transform, vous avez plein de features. C'est souvent utilisé pour Lineage et l'anonymisation. Si une feature, vous ne l'avez pas, vous l'implémentez. Alors de la même façon que les consommateurs et les producteurs, c'était à 2 balles, et une transformation, super. Apply. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Ok, je vais revenir maintenant sur le streaming. Donc on a parlé de consommateurs, producteurs, super. Kafka Stream, c'est un peu mieux, c'est un DSL, les goûts, les couleurs. Mais souvent, en fait, les DSL sont, pardon, les topologies, les topologies sont assez simples. Qui fait de l'AK, okay, ou du Java 8 avec des maps, filters, etc. En général, vous faites des trucs très violents avec. Vous faites beaucoup de reduce, collect by machin, etc. Ou alors vous faites des filters, map, filter, map, flat map, etc. En général, c'est souvent un peu le cas, quoi. Et donc, ça marche super bien. Qui fait du .NET? D'accord, il y en a un. Donc en fait, avec Link, la plupart des maps, flat map avec Link, tu peux l'écrire en version Link, c'est très bien, et AK est en partie basé là-dessus. Donc c'est vachement bien, on peut utiliser l'équivalent du SQL où tout le monde peut comprendre, pas besoin de se complexifier la vie. Donc KSQL, c'est exactement ça. KSQL, c'est une façon déclarative qui ressemble à JSQL pour éviter de se continuer à coder du Java. Parce que si vous avez 3 queues de cerise, filter, map, flat map, divisé par 23, agrégé sur une fenêtre glissante de 3, soit vous ne savez pas le faire, c'est pénible, il faut apprendre, soit vous savez le faire, et vous avez autre chose à faire en fait, parce que c'est vraiment trivial. Donc il faut laisser Kafka Stream ou les consommateurs producteurs pour là où un informaticien est vraiment utile. Je veux dire, sinon, on perd notre temps en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble, KSQL. KSQL, donc c'est select status byte from clickstream, donc clickstream ça sera un topic, where user agent est égal à un truc. Donc ça, à votre avis, ça sort quoi? Moi perso, on m'a posé la question quand c'est sorti, je me suis planté en fait. Vas-y. Ça sort rien du tout, d'accord. En fait non, ça sort des trucs quand même, parce que sinon ça sert à rien. Ouais. Alors tout à l'heure on a parlé de plateforme de streaming. Donc streaming c'est de la donnée en mouvement. Et la donnée en mouvement, elle ne vous demande pas lorsqu'elle est en mouvement, quoi. Elle est tout le temps en mouvement. Donc un select from quelque chose, en fait, ça ne s'arrête jamais. Ah oui, c'est unbounded en fait. Il n'y a pas de barrière. Moralité, si j'étais en ligne de commande, il faudrait que je fasse CTRL-C ou terminer la query pour l'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ah mais s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on fait comment alors? Une question. Je reviens, je vais répondre à cette question juste après. Je vais reprendre le sujet qui est vraiment super simple à mettre en œuvre. Juste ce pattern de récupérer les données, de les mettre dans Kafka et faire un join avant de mettre dans l'ES, vous pouvez le torcher si vous connaissez un petit peu Kafka en une demi-journée, si vous ne connaissez pas en une journée. C'est vraiment très pratique. Et donc là, il n'y a même pas de code à faire. Je vais faire un petit aparté et vous montrer à... Non. Comment je fais pour sortir?
help. Blague à part, je ne sais pas comment je vais sortir. Ok, ça je vais galérer tout seul, sans que vous puissiez voir. Keynote, force kit, allez, dégage. Hop, sans les mains. Ce qui m'importe, c'est vous montrer que le KSQL, c'est marrant, mais c'est pas juste pour faire joli en fait. Alors j'ai pas installé Longbox, c'est pour ça que j'ai du rouge. Ok. Donc là, select étoile from machin, inner join, where, left outer join, etc. Il faut se coller ça. Donc le côté DSL, donc j'utilise le DSL de Kafka Stream, donc j'ai un filter, j'ai un join. On peut voir que je join sur les adresses dans lesquelles je filtre également sur des choses, et puis je crée un agrégat, et puis je join sur des fenêtres. Le tout, comme c'est un join, il faut tout ça c'est sérialisé. Pour la réplication, il faut que je donne des sardes et serializer, des serializers, c'est pas plus que ça, et etc. Donc ça c'est hyper pénible à faire. Et un truc comme tout à l'heure, c'est quand même vachement mieux. Où on fait ça en SQL. Je veux dire, pourquoi s'embêter à faire un truc qui est comme ça, alors que le SQL est à votre disposition. Donc très bien. Petit aparté, actuellement, si vous faites les tests avec KSQL, il n'y aura que les joins de stream à table qui fonctionneront. Les autres joins, stream à stream, table à table, arrivent début août. Alors ça, c'est la cerise sur le haricot, le poisson sur le hamburger. C'est... prenez 2 secondes le temps de lire la requête. Parce qu'il y a plein de concepts qui sont mis en jeu là-dedans. Qui peut m'expliquer, grosso modo, qu'est-ce que ça va faire ? Ouais. C'est exactement ça. Je vais regarder les autorisations qui sont en train d'être faites. Je vais les grouper par carte et sur une fenêtre glissante, sur une fenêtre de 5 secondes, je vais les compter. Et si on a plus de 3, à ce moment-là, je vais créer une alerte dans Possible Fraud. Donc j'aurai le nom de la carte, le nombre d'autorisations qui ont été effectuées, et ça sera dans Possible Fraud. Donc là, il y a vraiment il y a plein d'éléments qui arrivent en jeu. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de stream et de table. Donc là, on va créer une table. Donc ça veut dire que s'il y a une carte qui crée une nouvelle fraude, ça sera la dernière carte que je verrai. J'ai de l'agrégation, je vais grouper par carte. Donc si je groupe par carte, l'agrégation, ça sera fait sur probablement sur des partitions. Cet groupement sur du temps de 5 secondes, il va créer un état. Cet état, si le processing est en train de mourir, il faut qu'il revienne au même endroit de là où il en était. S'il revient au même endroit de là où il en était, il faut qu'il soit répliqué. Il est répliqué dans Kafka, le tout dans un RocksDB embarqué, etc. Donc là, il y a la performance. Et le tout est réenvoyé dans une table. Donc, faire ça à la main, c'est dur. Alors, en code, flatmap avec un aggregate à la con dans une JVM, ça pose aucun problème. Si vous ne savez pas le faire, vous prenez un peu le temps et vous y arrivez. En revanche, arriver à le faire en exactly once et distribuer, c'est largement une autre paire de manches. Largement. Donc KSQL, ça fait le code Kafka Stream que vous aurez implémenté si vous avez eu le temps, l'expérience et la spec. Donc finalement, la spec qui est là, quand vous avez le billet à côté de vous, vous pouvez vraiment communiquer avec lui. Vous pouvez être plus rapidement proche du métier, être vraiment utile et pas juste faire du code. Donc ça, c'est très bien. Je vais vous montrer un truc très rapide aussi. Vous montrer que, en fait, KSQL, grosso modo, ce n'est
ce n'est qu'un transpiler. Donc là, je suis dans le code de KSQL et vous avez là une grammaire entière. Qui a fait la compilation déjà à l'école? Okay. Donc c'est une grammaire entière. Grosso modo, on va regarder le SQL, en faire un AST, un Abstract Syntactic Tree, et on va le projeter sur du code Kafka Stream. C'est pas plus que ça. C'est pas moins, mais c'est pas plus. Donc c'est vraiment KSQL, c'est vraiment le code que vous auriez écrit à la main si vous aviez eu le temps. Donc c'est pas plus que ça. Il y a évidemment plus de trucs à droite à gauche, mais c'est pas beaucoup plus. Côté perf, il y a une petite différence parce qu'on n'a pas les mêmes serializers, mais c'est vraiment le modèle mental, il est KSQL égale Kafka Stream. Alors c'est toujours un peu surprenant de dire que KSQL c'est du Kafka Stream. Donc en fait, vous prenez la CLI dont je vous ai parlé, vous savez, vous dézippez, vous faites run, vous dézippez, vous faites start, vous lancez un mission control et vous regardez les mbin. Et oui, c'est bien du Kafka Stream. Ok, donc SQL, bon, merci Florent, tu nous expliques que SQL c'est bien, merci de nous expliquer SQL c'est bien, on le savait déjà. Donc déjà, c'est pas SQL, hein, c'est KSQL, c'est pour faire du streaming, donc c'est unbounded, c'est pas fait pour faire du BI, ça marchera pas, dans Kafka il n'y a pas d'index, c'est pas fait pour ça, donc c'est pas du tableau. Il y a des drivers JDBC en open source, c'est pas OpenBar, c'est KSQL, c'est pas du SQL, faites attention. Donc il faut vraiment comprendre que c'est pas fait pour faire du BI. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, je vais avoir une démo fun et une démo chiante. On commence par la démo fun. Mon objectif, là, je ne fais pas une démo sur ma machine, parce que je veux que prenez le temps de regarder chez vous, histoire de monter votre confiance en ce type d'outillage et votre envie d'aller regarder plus en détail, en fait. Donc là, on a un setup qui est le suivant. Donc il y a un jeu vidéo, on a une steering wheel, volant, merci. Désolé, ça fait un peu mon Jean-Claude Van Damme. Donc le volant, le stick shift, c'est la vitesse et les pédales. Et donc on s'est connecté sur un truc physique, sur un jeu vidéo, et on va récupérer sur le driver USB les données, on va le mettre dans Kafka. Avec KSQL, on va récupérer ces données-là, les transformer, créer des nouvelles métriques, qu'on va remettre dans Kafka à destination de quelqu'un. Et l'une de ces quelqu'un, c'est un Kafka Connect qui va récupérer ces données et les mettre dans un InfluDB. InfluDB, c'est une base de données temporelle. Et Grafana, on va le connecter dessus pour garder en temps réel les données temporelles. Il y a du réseau, pas de réseau. C'est dommage, parce que c'est sympa. Bon, ok, on va faire avec la version frisée. si c'est la loose, c'est la loose, comme ça. Donc là, vous avez en fait les... Ah oui, on voit quasiment rien là-dessus. Donc vous avez plein de métriques, et toutes ces métriques, en fait, elles ne sont pas calculées par InfluDB, mais bien par KSQL. Alors il y a un truc qui est vachement bien dans cet article, sans déconner. Ok. Donc on peut voir le jeu vidéo qui tourne. Là, les métriques qui arrivent en JSON et qui poutrent. Ensuite, on a les hopping windows, des time spent, des pédales, etc. etc. Des temps en temps réel. Et le tout en temps réel, et c'est calculé par KSQL. Alors le truc qui est sympa, c'est dans cet article de blog, en fait, on prend chacun des éléments unitaires. Et on y va vraiment lentement, progressivement. Ça vous donne vraiment... le chemin pour arriver à faire une application KSQL non triviale, où on va lire des topics et on va les enrichir progressivement, créer de nouveaux topics à destination d'autres outils de processing qui vont lire ces trucs-là et les enrichir eux-mêmes, etc. Donc là, par exemple, on a le payload des données qui sont récupérées par le volant et le machin. D'accord. Donc ensuite, on va créer des streams, on va typer le JSON. Le JSON,
c'est pas typé. Donc on va le typer. Ensuite, on va créer des selects, un truc vraiment super simple, avec des clauses de restriction. Ensuite, on peut voir qu'on a des méthodes scalaires. Ensuite, on va pouvoir faire des agrégats quelque part. Là, on a la hopping window, et puis on a des joins, etc. Donc vraiment, c'est l'ensemble d'applications à présenter. C'est assez chouette. L'un de mes objectifs de cette soirée, c'est juste vous dire qu'il faut au moins prendre le temps de regarder ce que peut offrir Kafka, Kafka Stream, KSQL, et des trucs vraiment intéressants, et que vous ayez le réflexe d'aller regarder sur le blog de Confluent. Il y a super peu de déchets, sans déconner, c'est vraiment, ça prend, il y a au moins à manger et à discuter. Ok, donc la démo qui est moins rigolote, mais qui est plus réelle, c'est ce qu'on pourrait faire à la main, à la maison. Par exemple, là, j'ai créé une petite application qui fait un générateur d'event sourcing, un peu à la event sourcing, que je vais envoyer, je vais écrire ces données en Kafka, et ensuite je vais récupérer ces événements-là de Kafka et je vais les coller dans un MySQL, et ensuite je vais faire un chaîne de capture du MySQL pour les remettre dans Kafka, lui-même récupéré par Kafka Connect pour le mettre dans un S3 local, et le tout avec une télémétrie qui récupère ces données dans Kafka et qui va aller, voilà. Bref, un truc un peu pénible. La version séquence diagramme, voilà, donc je crée des événements dans Kafka et que je vais stocker dans la MySQL, j'ai un chaîne de capture, bref, un truc un peu pénible qui ressemblerait vachement à ce qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et voici le Docker Compose. Donc on peut voir, donc là c'est vraiment le truc qui ressemble à un peu ce qu'on fait à la maison en fait. Donc ok, des Grafana, InfluDB, des KSQL Server, des producers, des chaînes de capture, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui est. Donc c'est dans le GitHub que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça, c'est quand on enlève le control center qui est ici, donc c'est le truc qui est, pour le coup c'est payant, donc si vous l'enlevez, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut vraiment voir donc c'est un truc qui est fait automatiquement, on peut vraiment voir le layer stockage. Donc vraiment Kafka est au centre de tout le monde parle à lui, c'est vraiment le central nervous system en fait. Ok, je vais vous présenter très rapidement le code. Donc du Kafka Stream, du Peek, des actions qui vont faire des choses avec dans la base de données. On a toutes les actions. Ah oui, il y a un truc qui est intéressant que je voulais vous présenter. C'est que l'ensemble des actions, en fait, elles sont de la même façon que je vous ai présenté la télémétrie, où en fait on arrive à une solution. Et souvent, on chamaille sur la solution finale parce qu'on n'a pas l'ensemble des actions pour arriver à la solution finale. De la même façon, ici, les slides un peu pénibles que je vous ai montrés, chacune des actions, en fait, sont présentées unitairement et on arrive avec le truc qui est à la fin. Ok, donc il y a un truc que je voulais vous présenter également. Donc regardez le code à la maison, ça prend un peu de temps, il faut bien à un moment donné s'y coller et lire la doc, je ne peux pas le faire à votre place. Il y a un truc qui est intéressant tout à l'heure, je vous ai présenté, qui était très rapide, c'était ici. Je vous ai dit, le JSON, c'est bien, mais il n'est pas typé. Donc là, par exemple, en KSQL, je vais typer le JSON qui était dans ce topic-là. Bon, bah, très bien, il y a un topic avec JSON, je dis, bah, l'event ID, c'est un big int. Bon, super. Si on avait du typage, on n'aurait pas besoin de typer le typage, parce que bah, si le typage il est là, et bien le typage, c'est là où est la schema registry. La schema registry, on va stocker pour un topic un format donné de type Avro. Et donc si vous mettez dans un topic de l'Avro qui est défini, vous pouvez directement récupérer les messages sous votre format naturel. Donc de la même façon que tout à l'heure je vous ai dit, si vous testez KSQL tout de suite, 100% des jobs ne seront pas disponibles.
Identique, si vous avez adresse.city, point code postal, point quelque chose, enfin une structure imbriquée. Donc c'est un truc qu'on fait très bien avec protocole buffer, avec Avro, avec tout plein de formats. Ça ne fonctionnera pas avec 4.1, ça fonctionnera en août. Et quand on a ça, on est quand même bien, c'est bien pratique. Donc les joins arriveront. J'ai fait un blabla à Devox, j'ai vu il y a un t-shirt Devox, pas loin. C'était qui a le t-shirt Devox? D'accord. Donc n'hésitez pas, il faut y aller. Il y a un truc intéressant aussi, c'est on va faire les. Il y a deux éléments qui sont, à mon avis, importants pour vous de connaître. C'est les recipes KSQL. Donc KSQL, bon, c'est sympa, vous avez compris que c'est du SQL, mais finalement, ok, c'est du SQL, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Donnez-moi des idées. En fait, on est en train de rassembler plein de recettes pour faire des trucs intéressants avec KSQL, histoire que vous ayez de l'eau à votre moulin pour apporter de nouvelles idées au boulot et les implémenter avec KSQL si ça vous branche. Il y a un truc qui est vachement important, c'est la CP Demo, donc c'est Confluent Platform Demo. C'est un Docker Compose qui setup tout dans Docker. On va récupérer des Kafka Connect pour récupérer les trucs sur Wikipédia, mettre ça dans ES, avec le monitoring, les DSL, etc. Ça vous permet d'avoir un pied à l'étrier qui est extrêmement efficace. Je vous recommande de regarder ça. Typiquement, qui travaille avec des boîtes où la sécurité est extrêmement importante? Ah mais j'ai envie de bosser avec vous. D'accord. Donc en gros, c'est les trust stores dans tous les sens, les clés, etc. Dans le monde Kafka, c'est un peu pénible à installer parce qu'il y a plein de composants. Donc il y a bien les brokers, les schema registry, les KSQL servers, et ceci et cela. Et je ne parle même pas des intercepteurs, etc. Et Kafka Connect. Donc là, vous avez tout à votre disposition. Si vous faites du Kafka, je vous recommande d'aller sur la doc de Confluent. En fait, c'est la même équipe qui travaille sur la doc de Confluent et sur la doc de Apache Kafka. Celle de Confluent est de meilleure qualité. Parce que c'est les derniers trucs, machin. Donc il ne faut pas hésiter. C'est à recommander. Donc là, c'est la distrib. La distrib, bon, c'est open source, c'est cool, n'hésitez pas, mangez-en. Le capacity planning, c'est toujours un peu compliqué de déterminer comment est-ce que ça va fonctionner. Donc on a plein d'heuristiques pour vous aider à déterminer comment ça peut se passer à scale. Il y a plein de gens qui vont... donc là, je vais arrêter l'aspect un peu général. On va passer au niveau très technique, si vous le souhaitez, en mode interactif. Il y a plein de gens qui, quand ils commencent avec Kafka, en fait, font des petits loupés. Il y a des white papers chez Confluent. Allez-y. C'est pas violent, ça vous donne, ça distille Kafka en 3 pages, 4 pages, et ça vous permet de ne pas faire des boulettes qui sont pénibles à corriger a posteriori. Donc typiquement, la référence architecture, c'est utile à au moins savoir que ça existe. Ensuite, vous regardez, vous faites votre shopping dedans, mais allez regarder. Il y a un autre truc aussi qui est fait par IVA, qui est... donc Kafka, ça scale violemment, ou ça peut être low latence, ou ça peut être extrêmement résilient, etc. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est ça alors, c'est pas free lunch. Donc on a un white paper qui va vous permettre de configurer correctement vos producteurs, consommateurs et brokers pour un type d'usage particulier. Donc ça, c'est vachement intéressant. Kafka, c'est open source. Confluent, c'est 90% d'open source. La communauté, elle est vibrante. N'hésitez pas, il y a un Slack. Sur Stack Overflow, il y a des psychopathes de la réponse super rapides. Je sais pas quand est-ce qu'ils dorment. Les gens de Kafka Stream sont tout le temps dessus. J'ai papoté de façon plus... où j'ai fait présenter plus de choses côté Devox. Et je vous propose de passer aux questions techniques. Et si vous voulez, je peux vous présenter le type de boulettes qu'on fait en général. Mais comme vous êtes finalement peu à connaître Kafka, je peux commencer directement sur les boulettes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Question-réponse d'abord, allez-y, c'est le moment. On n'est pas beaucoup, vas-y.
Ouais. Donc c'est comment est-ce que tu travailles. Donc ta question c'est comment est-ce que je travaille avec des. Ouais, d'accord. 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 Ben ça va être fonction de ta dimension temporelle déjà. Et ensuite tu vas avoir des timeouts, tout simplement. Tu agrèges sur X temps, et après ton X temps, si c'est un temps de la dimension que tu as choisi, bah, après c'est ce qu'on appelle un timeout, quoi. Sinon il faut que tu fasses X plus tes 15 secondes si ça fait sens pour toi. Le temps, c'est un sujet qui est un peu bizarre. On n'arrive pas tout de suite à capter le temps. Il y a une doc qui explique comment est-ce qu'on fait ce genre de choses. Sinon, il y a ce qu'on appelle les sessions window qui va permettre pour une clé donnée d'attendre. Typiquement, c'est pour utiliser pour les sessions HTTP. Donc, il y a un session ID qui arrive et tant qu'il y a un session ID, on continue la window et après, c'est la fin de. La dernière fois on voit une clé, on attend un timeout et ensuite on arrête la window et on fait le calcul. Ça répond à ta question? Oui. D'accord. Donc en fait, ok. Donc en fait, ça broadcast pas. Donc comment ça fonctionne? Donc il faut voir Kafka, le broker, comme byte in, réplication byte out. Donc tu as byte in dans un topic. En fait, le topic n'existe pas. Le topic n'existe que dans Zookeeper. Et donc en fait, suppose maintenant que tu es juste dans la partition. Donc byte in non partition, ça va être en fait en fonction du type d'acquittement. Ça c'est un sujet qui est important pour ceux qui ne connaissent pas. L'acquittement, il y a trois types d'acquittement possibles. Je vais revenir sur ta question. C'est en gros UDP, j'envoie à la chacale, ou TCP, j'envoie et le leader de la partition il acquitte qu'il a bien capté la donnée, ou alors j'envoie et j'attends que le leader il ait terminé de répliquer mon message sur les différents serveurs. Moralité, c'est pas un broadcast. C'est bien en fonction de ton facteur de réplication, tu ne vas avoir que X copies qui est lié à ton facteur de réplication. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Mais sinon, il y a quand même, je vais répondre d'une autre façon à ta question, c'est dans Kafka Stream, il y a ce qu'on appelle les catables. Et là, pour le coup, c'est une réplication broadcast sur l'ensemble des serveurs, enfin des applications Kafka Stream que tu as utilisées. C'est l'équivalent dans le monde Spark des broadcast variables, pour faire simple. C'est pour de la performance, pour des petits sets de facts. Oui. Euh, c'est il n'y a pas de réponse particulière. En fait, si tu as un cas d'usage vraiment super simple et tu veux récupérer une valeur tous les X temps et faire un truc simple, on s'en fout. C'est dès que tu commences à faire une application où il y a un état, là tu t'arrêtes parce que sinon tu vas te planter. Et en fait, ton code il va marcher nickel. Test unitaire impec, test d'intégration impec. En revanche, dès que tu vas le scaler, tu vas augmenter le nombre de VM. Tu vas faire, c'est un truc de doctorant quoi, ça prend des plombes à faire, etc. Donc DSL, moi perso je fais DSL direct en fait, je me pose pas la question. Ouais, moi je vais directement sur le DSL, c'est juste plus facile en fait. J'ai pas envie de, parce que ouais, c'est juste plus facile. Donc commence par le DSL et des fois si tu as vraiment besoin, tu descends. Mais même avant de descendre dans les consommateurs et les producteurs, regarde sur les abstract processors, le truc que j'ai montré très rapidement. J'ai un exemple dans mon GitHub, mais c'est rare d'avoir besoin des consommateurs purs. En général, c'est quand tu veux juste de la grosse patate. J'ai un client qui est juste une place de marché boursière, qui ont été live hier matin. Et eux, ils sont en plusieurs millions de messages par seconde. Et là, tu fais en mode geek, quoi. Parce que sinon, ça marche pas. Oui. Oh, c'est super une bonne question. Autant que j'ai été un énorme fan de Spring pendant des plombes. Pour moi, c'est si tu es déjà dans le monde Spring, vas-y, prends Spring Kafka.
tu as le même programming model, c'est sympa. Mais si tu n'es pas dans le monde Spring déjà, n'y va pas, ça va pas servir à grand chose, ça va plutôt te cacher des choses. Et en fait, tu vas pouvoir faire des boulettes en voulant bien faire. Donc Spring, je trouve que pour Kafka, c'est à double tranchant. Mais si tu es déjà dedans, vas-y, ça marche, c'est cool. Fais attention, tu prends les dernières versions de Spring parce que sinon tu as des boulettes qui vont pas être drôles. Typiquement sur les trucs live. Enfin, bref. Ouais. Non, l'Exactly One, c'est arrivé avec la 0.11. La 0.11. Donc l'Exactly One, comment ça marche? Donc l'Exactly One pur n'existe pas. C'est juste fondamentalement pas possible. Donc c'est Exactly One sémantique. C'est O et OS. Donc sémantique. C'est juste la sémantique d'Exactly One. Donc ça marche, c'est en deux étapes. C'est simple. C'est l'idempotence à la production et la dédupe à la consommation. Voilà. Et donc l'Exactly One ne fonctionne que dans le monde Kafka. C'est-à-dire, je fais mon processing et je vais créer des trucs très compliqués sur 47 topics et je fais dans le 48e topic, je mets mon résultat. Tout ça, c'est Exactly Once. Mais dès que vous mettez un élément à l'intérieur de votre code qui va impacter un système externe, bah, si cet élément-là qui impacte le système externe n'est pas complètement idempotent, votre Exactly Once, il ne marche pas, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas de magie, hein. C'est juste la physique. Hein. On est bien d'accord. Donc vous êtes dans le monde Kafka, Exactly One, c'est parfait. Et ensuite, vous utilisez Kafka Connect, un Logstash ou une application à vous pour impacter les systèmes externes. Alors, le subscriber est toujours en train de faire ça. Ça fait partie du protocole, du Consumer Group Protocol. Oui. Oui. Ouais, il y a TLS, SL, Scram, OS, il y a Total. Ouais. Donc la question c'est est-ce que tu as l'encryption à reste, c'est ça? D'accord. Donc la réponse est non. C'est pas, en fait, ça fait pas partie du métier du byte in à l'application byte out. Non, à ce moment-là, c'est à toi de le faire. On a des clients américains fruitiers que souvent on a dans la poche et on peut téléphoner avec des fois, je sais pas. Et la caméra, c'est pas grave. Donc eux, c'est des psychopathes de la sécurité, ils ont la totale. Donc à ce moment-là, tu mets un vormetric sur l'encryption à tresse ou tu mets un plugin dans ton Linux pour faire ça, quoi. Et ça fait le job. En général, tu veux quand même plutôt faire de l'encryption de ton payload. C'est un peu pénible, mais au moins tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux faire du crypto shredding, comme ça tu es GDPR compliant. Donc GDPR compliant. Comment est-ce qu'on fait pour être GDPR compliant? Parce qu'on a un topic avec des messages qui sont immutables et quand on demande juste de supprimer des messages, comment on fait? Il y a deux façons de le faire. C'est si on a une table, à ce moment-là, on va mettre des tombstones. Vous avez un nouveau arrivant dans votre région qui est ici, qui travaille chez DataStax, chez Cassandra, et pour supprimer une donnée chez Cassandra, pour une clé donnée, on met une valeur nulle, et ensuite il y a un... Comment il s'appelle, votre load cleaner? C'est le Reaper, c'est ça? Le truc qui va supprimer le compacteur? Ouais, d'accord, donc c'est le Reaper qui va supprimer la donnée. Bah nous, on appelle ça un log cleaner, ça va supprimer les données. Donc ça, c'est quand vous pouvez avoir une table, et quand vous voulez vraiment être immutable, parce que ça fait sens pour votre métier, bah, non, je ne peux pas faire une table. À ce moment-là, c'est vous encryptez vos données, et la clé de la donnée que vous voulez tuer, bah, vous la supprimez. Ce qu'on appelle du crypto shredding. C'est-à-dire que la donnée est encore là, mais disponible pour personne, donc vous êtes GDPR compliant. Yeah. Bon, c'est un peu pénible, mais ça fait le job. Ok, alors les boulettes principales, les hacks, s'il vous plaît, faites attention. Hack all, hack leader, hack none, faites attention. L'ordering, c'est lié à la partition, c'est pas open bar, faites-y attention. Les consumer offset, donc il y a tout un système qui permet de savoir où est-ce que j'en suis dans ma consommation, et c'est stocké dans Kafka lui-même, parce que en fait tout ce qu'on fait dans Kafka c'est à base de Kafka. La sérialisation de Kafka Stream c'est dans Kafka, etc. Donc les consumer offset, c'est donc bien l'endroit où vous êtes dans la consommation du message. Il a une rétention de une journée. Donc si votre application elle plante le week-end parce que pas de bol quoi, bon, ça arrive, il y a une machine qui a cramé. Les gens ils sont venus le lundi matin, donc ça fait plus d'un jour.
vous redémarrez, vous avez déjà processé 500 millions de messages, et il vous en restait que 80 000 à processer. C'est pas grave, ça va prendre 1 heure à récupérer 80 000. Tu redémarres, tu repars à zéro, et tu es en train de processer 800 millions, quoi. Et là, tu as des clients qui font « mais what the fuck, pourquoi vous m'envoyez des mails ?» etc. Et ça, c'est parce que vous avez fait une boulette et augmenter la rétention de vos consumer offset. C'est un classique. Et vous n'avez pas d'autres questions avant que je vous explique des trucs compliqués, avant que je vous explique des réponses aux questions que vous ne m'avez pas posées. Jérémy, des questions? Merci. Alors oui, moi je travaille avec le support et les équipes de professionnels services, donc je vois les emmerdes. Ok, donc il y a un truc qui pue, et il faut faire attention à ça, c'est très simple, c'est Zookeeper. Donc Zookeeper, c'est ce qui va coordonner tous les brokers. Et Zookeeper, il faut le prendre comme votre grand-mère, vous la mettez au coin du feu, elle est hyper importante pour vous, donc elle a son disque avec ses I/O dédiés, son CPU, et vous la foutez tranquille. Tu veux pas trop lui parler parce qu'elle te saoule un peu, mais sur le coin, mais elle est hyper importante pour toi. Voilà. Donc si vous commencez à titiller votre grand-mère, elle va se réveiller, elle va être de mauvais poil, et votre cluster, il va pas être d'aplomb. Il y a un truc hyper intéressant qui sont mal connus, je vous montre ça rapidement. Kafka System. Excuse-moi. Il y a un fork qui permet de mettre l'ETCD à la place de Zookeeper. Mais t'as pas envie de faire ça parce que, franchement, il n'y a plus de guest. Je suis maudit ou quoi? Donc ouais, t'as pas envie de faire ça, donc, je me suis perdu. Ah oui, System Tools. Oui, donc il y a des trucs vachement intéressants qui sont mal connus. Kafka, souvent on va l'utiliser pour la perf, la résilience, etc. Il y a des outils prêts à votre disposition dans... Non, je vais avec mon téléphone. Bon, on va essayer. Forza. System Tools. Ah oui, il faut attendre un petit peu. Donc il y a plein de trucs qui vous permettent de travailler avec Kafka. C'est pas utilisé maintenant. Sachez que si vous travaillez avec Kafka, il y a plein d'outillages qui sont directement dans Kafka, qui font sens. Typiquement, ce que vous voulez avoir, il est toujours pas dedans parce que je l'ai pas encore fait. Kafka. Dump log segment. Ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. Ça permet d'aller directement voir les segments, enfin, en gros les fichiers de Kafka, et extraire des métadonnées et pouvoir avoir des conversations avec les utilisateurs de votre Kafka. Genre, ouais, vous êtes planté, le batch il est trop grand, il est trop petit, essayez de mettre du snappy, ça me permettra de réduire ma taille sur mes disques, etc. etc. Côté monitoring, donc il y a soit les trucs payants de Confluent, soit vous avez un truc de LinkedIn qui est pas mal, qui s'appelle Bureau. Donc en fait c'est les consumer lag. Donc les consumer lag, donc on a parlé tout à l'heure du consumer offset, donc il y a bien le log. Moi je suis ici, et les derniers messages ils sont là. Bon si je suis entre 500 et 2000 messages de retard en mode tranquillou, ça veut dire que je suis toujours à peu près au cul du camion. C'est cool. En fait, Bureau permet de monitorer les lags entre là où vous en êtes dans votre consommation et les derniers messages. Et lorsqu'il y a une variation qui est bizarre, donc c'est une heuristique à base de fenêtres glissantes de 10 minutes, ça va vous alerter comme ça. Vous mettez juste Bureau, ça vous envoie un mail lorsqu'il y a un truc bizarre. Très 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 bien. C'est très pratique. Il y a tout un système il y a tout un écosystème open source à côté de Kafka qui est assez vibrant, n'hésitez pas. Typiquement pour les... Qui fait du multi-DC ici?
Ah, vous êtes plutôt ops, donc plutôt dev, donc pas trop ops, ok. D'accord, donc le pestiféré sur le coin. D'accord, donc en gros sur les multi-DC il y a plein de chemins, à utiliser. Je veux juste vous montrer le chemin par défaut de Kafka. Donc c'est Mirror Maker, et Mirror Maker, je vais vous montrer le code de Mirror Maker. Il est là. Donc c'est en gros, c'est consume, pipe, produce. C'est pas le meilleur truc pour l'ensemble des garanties que vous souhaitez avoir si vous avez du pognon qui passe ou des trucs importants. Donc regardez sur les réplicateurs, soit commerciaux, soit open source, il en existe. Juste sachez que Mirror Maker, ce n'est que ça. Donc il y a plus ou moins de trucs compliqués, mais c'est un truc assez trivial. L'avenir, rapidement, donc Kafka c'est bien, mais finalement c'est assez vieux, c'est à 7 ans, donc les fondamentaux n'ont pas vraiment changé, à part l'Exactly Once. Il va y avoir Kafka Next qui va arriver pour la fin de l'année, et là c'est révolution dans la maison, on va pouvoir voir de l'écriture comme chez Cassandra, où on va demander une écriture en mode quorum. Donc qui connaît le mot quorum? Ok, donc c'est juste la majorité plus 1. Ok Google, ta gueule. Donc majorité plus 1, actuellement on a pas ça dans Kafka, c'était un peu pénible, donc ça va arriver très rapidement. Et il y a surtout de la géoréplication, donc comment faire de l'écriture distribuée géolocalement de façon synchrone ou asynchrone. Donc, en gros c'est un nouveau système de quorum au-dessus du quorum existant, très très bien. Sachez que si vous faites un DR, donc vous avez votre DR, votre data center qui est là, vous avez tout votre système qui est en place, c'est cool, vous avez le consommateur, c'est cool, et vous avez avec un Mirror Maker ou un réplicateur, déplacer les données d'ici à là. Nickel, tranquille. Mais si vous les déplacez d'ici à là, vous déplacez également les consommateurs offset, là où vous êtes dans les offsets. Normal. Mais lorsque vous déplacez les données d'ici à là, vous n'avez pas les mêmes offsets. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre l'application qui est en train de tirer, de lire sur le premier DC et le mettre sur le deuxième DC. Vous n'allez pas avoir les mêmes offsets. Donc il va falloir faire un seek dans le temps pour trouver l'offset à peu près de là où ça a commencé à planter sur le DC1 et refaire partir vos applications. Typiquement, ça, Kafka tue ce problème dans la version 5, enfin 5.0, donc 1.2, qui sort début août. Ça, on le tue en deux coups. Ça, c'est en mode avec des intercepteurs. C'est pas terrible, mais ça fait le job. Et donc Kafka Next tuera le problème de façon globale. Donc c'est très très bien. Puis Kafka Next supprimera Zookeeper, on tue la grand-mère. Voilà, c'est cool. On met Raft à la place et c'est cool. Voilà. Kafka Next, les KIP c'est Kafka Improvement Process, en gros c'est des specs open source. Là, c'est vraiment piloté par la communauté Apache en fait. Donc en fait il y a tout un process où on va montrer les choses, on en discute, mais on a préparé l'équipe avec les plus grosses banques du monde, parce qu'il faut que ça soit exactly once, performant, etc. Donc elles sont prêtes, ça devrait arriver depuis un mois, mais c'est décalé pour des raisons indépendantes de ma volonté. Pour moi le plus tôt ça sort, le plus tôt on en discute, le plus tôt on trouve des trucs intéressants et on adapte. Donc moralité, pour moi il faut que vous ayez le réflexe d'aller regarder sur le blog de Confluent, ça vous donnera de l'énergie pour déterminer que votre temps ne sera pas perdu avec Kafka. Il y a vraiment des trucs intéressants. Le marché l'a choisi, donc vous n'allez pas perdre votre temps. Regardez un petit peu au moins. Kafka Stream, c'est Spark et Flink en simple efficace, parce que c'est juste une lib. Il n'y a pas de framework, c'est juste simple, quoi. On peut arriver à raisonner, c'est pratique. Ça bourrine, il y a l'Exactly Once. Kafka, ça peut être utile pour consommer à beaucoup des mêmes données sans supprimer la donnée. C'est résilient, c'est performant, ça a été éprouvé par les grands du web. Je crois que LinkedIn, ils sont à 4 trilliards de messages par jour, et maintenant, c'est qui ? C'est Netflix, ils sont à 5 trilliards de messages par jour. Bref, ouais, ça marche. Voilà. Ça marche même plutôt bien. C'est open source, mangez-en, n'hésitez pas, c'est cool. Oui. Ouais. Alors, si notre copain Docker, ça vous saoule, et
Et ben pas de souci, vous avez l'Ansible qui a été open sourcé il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois, par Dustin. Vous rentrez vous mettez vos hosts, vous faites un petit tour de passe-passe avec vos clés SSH, et vous avez un setup complet avec la sécurité, ou pas. Donc c'est cool. Vous n'avez vraiment pas d'excuses pour pas pouvoir au moins vous dire, même si ça va être un peu relou au début, parce que chaque nouvelle techno, c'est toujours un peu pénible, il faut s'y coller, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas avancer rapidement et sereinement. Donc côté code, vu qu'on est plutôt avec des devs ici aujourd'hui, vous avez plein d'exemples dans le GitHub de Confluent. Kafka Streams Examples. Premier coup. Donc il y a plein d'exemples avec les interactive queries dont je vous ai parlé, des trucs un peu compliqués, etc., etc. Donc il y a des choses simples et des choses largement moins triviales qui font sens. On a des côté blog, on a un gars qui a un développeur advocate qui est franchement super bien, c'est Robin, et il fait des séries au poil. Il fait donc Robin. Donc là, il fait du syslog, il s'amuse avec Kafka Stream, il s'amuse avec KSQL. Et avant, il faisait plein de trucs. Enfin, je sais pas comment il fait, mais il produit à une vitesse dingo. Mangez-en, le blog de Confluent est vraiment de qualité. Je vous parlais tout à l'heure des ressources, donc des white papers. Alors désolé, on a une boîte commerciale, donc il faut mettre votre email. Mais si vous voulez pas vous faire spammer, genre on ne spamme pas, mais si ça vous saoule, n'hésitez pas à mettre a@a.com. Au moins les sales ils verront que vous voulez pas vous faire spammer. Donc allez-y, il y a plein de docs vraiment bien. Donc des recommandations pour déployer, les multi-DC, ceux qui sont plutôt microservices, on en parlait tout à l'heure. Optimiser, il y a un truc important, c'est quelque part, je sais pas. Ah oui. C'est heureusement que je vois ça. Donc autant Kafka a été choisi par l'industrie il y a 2 ans. En gros, ils ont fait, ok, c'est Kafka qui gagne, on va prendre Kafka, puis on va se battre sur d'autres sujets. Et là où ils se battaient, en général, c'était sur l'orchestration des containers. Donc il y avait Swarm, il y avait Mesos, il y avait Rancher, il y avait Kubernetes. Depuis que Docker a mis Kubernetes dans Docker Swarm depuis octobre, fait par David Gageot d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez. Donc en fait l'industrie a fait ok, c'est Kubernetes qui a gagné, et donc maintenant tous nos grands clients, je parle de grands clients genre Mouse quoi, ceux qui font l'industrie, nous disent ok, on est prêt, quand est-ce que vous nous servez pour Kubernetes? Moralité, on aura des Helm charts. Qui fait du Kubernetes déjà? C'est extraordinaire, tout est inversé quoi. Qui fait des containers toute la journée alors, au moins? On est vraiment inversé. Ah, c'est extraordinaire. Top, super. Donc super. Donc en gros, les M-charts, ils arrivent dès qu'il y a un truc qui est signé quelque part dans une boîte à la con. Oui. Moi, je travaille en partie sur l'opérateur. Et non, pour le coup, l'opérateur, il sera en preview Q4. Mais ça sera uniquement pour les big guns, pour ceux qui ont payé pour créer le produit. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est en gros, on a besoin d'avoir des users, des power users pour lui taper sur la gueule, parce que Kubernetes en lui-même, c'est pas encore méga sec, il faut vraiment être super au fait de plein de saucisses. D'ailleurs, tu utilises plutôt des volume time particuliers, des stateful set. Quelle version de... Non, mais en Kubernetes. D'accord. En stateless, c'est ça? Ouais. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, un opérateur, c'est juste un mot sexy pour dire du bash qui va taper dans Kubernetes pour faire des modifications. C'est juste ça. Donc en gros, le marché a choisi. Donc de la même façon que regardez Kafka parce que le marché l'a choisi, ça arrivera d'une façon à une autre. Soyez prêts à pouvoir avoir des discussions au boulot. Pour Kubernetes, c'est pareil. Vous aimez pas, ça va arriver. Préparez-vous. Il y a une petite marche à franchir. C'est pas complètement gratuit, ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant. Ça semble overkill au départ, et ensuite quand vous avez compris l'esprit, vous faites ah oui, ok, mais j'aurais pas vraiment fait beaucoup mieux probablement. Donc ça, il y a vraiment plein de valeurs. Donc Kubernetes, c'est un truc qui arrive également.
etc. Donc, vous voulez me contacter Twitter @framière ou florent@confluent.io si vous avez des questions ou des remarques, des trucs que vous n'aimez pas. Donc vous aviez le Slack de Confluent, ou si ça vous saoule de parler anglais, vous me shootez un mail ou sur Twitter. N'hésitez pas, je serai là pour vous aider ou au moins vous rediriger sur des docs ou des ressources que je pourrais vous proposer. Et ça m'a amusé. Voilà, bon. Ok, vous avez des questions? Ça vous a plu? Enfin, j'ai du code encore, si vous voulez, mais c'est un peu abrupt lorsqu'il y a aussi autant de monde qui n'ont pas encore codé avec Kafka. Nickel. Ouais. Et on papote autour de la saucisse, c'est cool. Allez, salut.